Ok. Du coup, c'est le début de l'épisode 4. Le vrai début. De la saison 2 du podcast de We Love Devs avec Hervé Frakoviak. En vrai, du coup, c'est la deuxième prise. Ouais, c'est la deuxième prise. Ça a pas marché, chef. C'est Bestel, il a branché sur le truc et pouf. Et la première prise, du coup, on a toutes tes réponses et pas mes questions. Donc, et en vrai, du coup, c'est bien parce qu'on va aller plus droit au but sur la deuxième prise. Donc, on va faire moins de circonvolution. Alors, du coup, je suis content de te recevoir. Tu es un Lillois. Et je suis très content d'être venu. Merci, Damien. Ce qui est bien, du coup, c'est que tu parles dès le début du podcast, alors que d'habitude, en général, les invités retiennent leur respiration. Ah non, mais moi, je suis chaud de la braise, là. Du coup, donne-moi du café. Ah bah oui, tiens. Parce que moi, je suis sans café depuis 40 minutes. Attache. Voilà. Le post-processing, c'est enlever les bruits. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Ok, alors... Du coup, je me resserre aussi du café. Ça fait longtemps qu'on se connaît, j'ai dit sur la première bande. Sur la première bande. Je t'ai identifié comme un engineering manager dans la région depuis longtemps. Quand on me parle d'un engineering manager, je parle de Hervé rapidement. Mais tu restes un dev, et je voulais savoir, d'après Hervé, c'est quoi un dev en 2021? Alors, du coup, j'essaie de me souvenir ce que j'ai dit sur la première fois. Non, pas du tout. Grave. T'inquiète, ça va. Non, ça va aller. Donc, pour moi, un dev, un développeur ou une développeuse en 2021, c'est avant tout quelqu'un qui va faire un travail intellectuel et surtout qui va faire un travail de réponse. C'est-à-dire qu'on va lui poser une problématique ou un challenge, un défi. Et en fait, le métier de dev, c'est vraiment une réflexion de se dire comment je peux répondre de la meilleure façon à cette problématique. Quand je dis comment, c'est par la façon algorithmique, à la limite, chacun fait un peu comme il veut, mais c'est surtout la meilleure réponse qui sera la plus adaptée au client ou à la demande ou au produit, parce qu'on travaille pas forcément un client. Je me rends compte que je me suis un peu fourvoyé. et de se dire, voilà, quel est le meilleur langage le plus adapté, quelle est l'architecture la mieux adaptée, et ça peut être aussi quel est le produit le plus adapté. C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir avec une problématique, ça peut être une nouvelle feature dans une app qui existe déjà, mais la réponse peut être plus, on va dire, plus globale. Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est un batch? Est-ce que c'est un objet connecté? Voilà. Le métier pour moi vraiment du dev en 2021, c'est vraiment cette propension à avoir une réflexion autour d'une problématique. C'est résoudre des problèmes en fait. Et du coup, je vais te poser des questions pour comprendre quel est ton parcours et pourquoi tu as cette perception-là. Et donc, tu viens de me le raconter, mais quel est ton premier rapport au code? C'est l'Amstrad, c'est ça? Ah voilà. Donc tu connais l'Amstrad, mais ça c'est incroyable, dis donc. Et je pensais que tu ne connaissais pas. Et effectivement, c'est mon premier rapport au code. En fait, dans ma famille, il y en avait plusieurs d'ailleurs, parce que mon parrain en avait un aussi. On avait un Amstrad CPC, un 6128, donc celui à disquette et pas à cassette. Alors, pour toi qui es jeune, je te redis l'anecdote, c'est qu'il y avait deux versions de cet ordinateur, et il y en a un, c'était avec des cassettes audio. Et donc, quand le programme arrivait à la fin, tu devais rembobiner la cassette. Mais je veux dire, un truc de fou, quoi. Tandis que celui à la disquette, c'est génial, tu vois, tu peux accéder directement à ce que tu veux et tout. Voilà, c'était beaucoup plus amusant. Et donc, vers l'âge de... Effectivement, à la première prise, je me rendais pas compte à quel point c'était cool. Ah ouais, non, mais attends, c'est la coolitude d'avoir le 6128. C'était celui à disquette. Franchement, c'est un peu le même combat de est-ce que t'as la Mega Drive, est-ce que t'as la NES? Enfin, ou la PlayStation et... la Switch ou la PlayStation. Ouais, c'est ça, ouais. Mais alors du coup, sur la première passe, on est allé plus rapidement. À l'époque, t'avais que 7 ans. Ouais, j'avais 6-7 ans, et en fait, mon père est venu avec un livre. Les gens qui ont codé sur une abstract en premier, en général, c'est des gens qui ont 50 ans ou 60 ans aujourd'hui. Ah ouais, mince. C'est ça. Et donc du coup, pour remettre dans le contexte, on est dans les années 80, quoi. On est dans les années 80, effectivement. On est on est en 88 ou en 89. Et j'ai 6-7 ans à l'époque, et mon père arrive avec un bouquin de programmation pour cet Amstrad CPC 6128. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'était un langage qui s'apparentait au BASIC à l'époque. Et en fait, je lui dis, je me demandais ce que c'était, et il m'a expliqué. Il fait, si tu rentres toutes les lignes, c'est un travail de moine copiste, hein, attention, il faut pas faire de fautes. Si tu rentres toutes ces lignes de ça dans l'ordinateur, ça va faire un jeu.
Moi, j'étais assez pragmatique déjà étant enfant. Et en fait, j'ai pris au mot et donc j'ai ouvert le bouquin, puis j'ai commencé à taper les lignes qui étaient demandées, et puis ça a fait un jeu qui s'appelle Ramasse-Miettes. C'est tout con, hein, c'est quelques pixels de large pour te représenter un ramasse-poussière qui ramasse des miettes sur un écran, donc des petits pixels. Et en fait, j'ai fait waouh. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je crois que c'est ça que je vais faire plus tard dans ma vie. Et cette passion de l'informatique, même d'une manière générale, comme le hardware, le côté technophile, ne m'a jamais quitté depuis. D'accord. Et du coup, tu as fait une formation pour devenir développeur ensuite? Ouais, j'ai fait une formation, alors ensuite, un peu plus tard quand même, hein, parce que j'ai d'abord fini ma primaire. Sur la première prise, j'ai fait la blague du bac S. Tu as fait un bac S. Et j'ai fait un bac S. Le bac S existait à l'époque. Et le bac S existait déjà, c'est vrai, on n'était plus en bac F, G et compagnie. Et en fait, la formation, on va dire ma principale formation technique, c'est un DUT informatique à l'IUT de Lens, où j'ai appris principalement le métier de développeur applicatif, donc surtout sur du langage type C, C++, Java, et aussi un peu d'assembleur par exemple. Bah ouais. Et même du WinDev. Et du coup, après, tu prends un taf directement, comment ça se passe? Après ça, je prends pas un taf directement. Je voulais continuer un peu les études, mais pas trop. Tu vois, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Je veux pas faire de longues études et en même temps, j'aimerais bien travailler en même temps. Et à l'époque, c'était pas aussi répandu que maintenant, je pense. Et donc en fin du DUT, donc 2001, j'allais dire 2021, mais non, 2001, je trouve une alternance avec une école qui s'appelle UFICOM, qui existe toujours aujourd'hui, et une société qui s'appelle Beke, qui existe toujours aussi aujourd'hui, en tant que développeur Java, mais pour le web, pour le premier site e-commerce de cette société. D'accord. Et alors, du coup, sur la première page, j'ai fait des vannes sur le fait que on fasse du e-commerce, etc. à l'époque. Oui, bah oui, le e-commerce à l'époque, il y avait pas vraiment Amazon, et en plus le métier était assez spécifique chez Beke parce que il travaillait énormément encore avec le catalogue et des groupeuses. Voilà, c'était ça. Et donc les premières commandes, c'était quand même assez cocasse. C'était que les clientes appelaient en même temps par téléphone qu'elles commandaient sur Internet. C'est-à-dire que c'était comme si elles pouvaient commander sur le Minitel, tu vois. Ouais. D'ailleurs, les résultats de mon bac, moi, je les ai eus sur Minitel. Pour remettre un peu encore dans le contexte de les années 2000, c'est quoi? C'est ça, hein, les années 2000, c'est si tu veux savoir le résultat de ton bac, tu vas par Minitel. Non, mais moi, je l'ai même pas fait sur Internet. Le résultat du bac, je suis allé devant l'école, enfin, avec les affichages. Alors, il y a une petite particularité, c'est que moi, je passais mon permis en même temps. Et donc, c'est ma maman qui a été gentille, qui a été au Minitel, et j'ai appelé d'une cabine téléphonique publique, parce qu'il n'y avait pas encore de portable à l'époque. Oui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah, j'ai fait les écoles j'ai fait les appels en PCV, hein. Je savais faire appeler voilà. Pour que ma mère, elle prenne. Et donc, j'ai eu, et en plus, à l'époque, on donnait le permis directement. Donc, je suis sorti, j'avais le papier du permis dans la main, je fonce sur la cabine téléphonique juste à côté, j'appelle, je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, c'est mon tu là. Soulagement. Le permis et le bac la même journée. Bam. Bravo, félicitations. Double combo. Le retail, moi, c'est un sujet qui me fascine. Tu es le premier Lillois que je fais sur cette série de portraits. Et du coup, j'ai l'intuition depuis que je suis arrivé à Lille, mais j'ai jamais bossé ailleurs, que tous les développeurs que je croise dans la région, ils ont forcément bossé dans le retail. Du coup, ils savent c'est quoi un CUG, un SKU. Cette connaissance de métier, on l'a touche vraiment. Et je trouve que ça fait la particularité de la région, et c'est une force du territoire. C'est clairement, genre, on a une compétence généralisée autour du retail. Est-ce que cette intuition, tu l'observes aussi? Ah ouais, non, mais je suis à 200% sur cette intuition. De toute façon, d'une manière générale, quand on regarde les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours quasiment travaillé de près ou de loin, ou même de très près pour ou avec des gens du retail ou du e-commerce. Et en fait, c'est dû notamment à la galaxie Mullier, qui est omniprésente ici. Et donc, vu que tous les sièges sociaux quasiment de la galaxie Mullier, parce que c'est pas une société à part entière, c'est une association, c'est même pas un groupe, une association familiale, l'AFM. Et donc en fait, on a forcément en tant que dev, je pense, travaillé de près ou de loin pour ou avec le retail, quoi. C'est quasiment une obligation, effectivement. Du coup, c'est surtout chez Rouge que tu as fait du retail. Est-ce que c'est ta plus longue expérience pro, Rouge? Alors, Rouge Interactif, c'est ma plus longue expérience. Effectivement, je suis resté 7 ans. Et donc là, oui, effectivement, j'ai beaucoup travaillé pour le retail et le e-commerce. Et j'ai quasiment travaillé pour tout le groupe Mullier un à un au fur et à mesure. Voilà, d'ailleurs, la première chose qu'on m'a demandé en arrivant chez Rouge, tout simplement, j'ai travaillé pour rendre dynamique un flash pour les maillots de bain de Tribord, donc Tribord de Decathlon.
Donc tu vois, ça ne s'invente pas. Ouais. Le premier truc, j'arrive le premier jour, c'est attends, on a un truc à faire avec des maillots de bain tribord pour des 4. Ok, pas de souci. Tu vois, c'est ça. Ouais. Je pense que la première chose que j'arrivais sur mon premier CDI, c'était fixer quelque chose dans le catalogue de la Redoute. Genre Oui, c'est pareil. Et c'est comme ça que j'ai découvert que la Redoute avait du plaisir féminin à l'époque. Ah oui, mais oui, il y a des petits objets sympas sur le catalogue de la Redoute. Ouais. Je vais pas te cacher, ça fait un moment que j'ai pas feuilleté le catalogue de la Redoute, mais oui, je vois ce à quoi tu fais allusion. C'est un engagement de la marque auprès des femmes, hein. Qui est beaucoup moins connu, parce que quelque chose qui est connu en termes d'engagement, c'est le fait que la marque a permis aux femmes de contracter des crédits sans la signature de leur mari. Sans la signature de leur mari. Et on parle pas du fait qu'ils aient mis des godes dans le catalogue. Alors rarement, on parle plutôt d'objets de massage, souvent pour d'objets de massage du visage, mais effectivement, ça peut servir pour ailleurs. À la fin, le podcast, il va être sur YouTube. Je sais pas s'il y a des banwords ou pas, tu vois. Moi, j'ai pas dit le mot. Donc, moi, je suis un peu safe là-dessus. Moi, personnellement, après, le mot que tu as dit, c'est aussi Dieu en anglais, donc peut-être que ça passe. Oui, ça passe. Hein, In God we trust. Tu vois, ça passe. Normalement, on peut pas censurer ça quand même. Du coup, au début des années 2000, tu fais ta formation d'alternance. C'est ça, je fais ma formation en alternance. Et aujourd'hui, l'apprentissage, c'est beaucoup plus courant. Les ESN, elles en font. Et à l'époque, pour trouver un contrat, donc c'est un contrat pro, j'imagine. Oui, tout à fait. Du coup, à l'époque, pour trouver un contrat pro, t'es obligé d'aller chez un client final. Mais oui, carrément. Oui. Parce que les ESN, elles en faisaient pas. Alors les ESN n'en faisaient pas. Les SS2I. Et je réfléchis un peu. Oui, les SS2I. Ah oui, leur ancien nom. Mais c'est toujours moi derrière ce masque. On vous a reconnu, Fantomas. Et donc non, effectivement, oui, on va chez le client final. On va chez le client final et du coup, je réfléchis avec les autres personnes avec qui j'étais sur cette formation-là. Il y avait un alternant dans mon école, dans ma promo, et il était chez EDF. Ah oui. Et en fait, du coup, c'est aujourd'hui, on peut trouver des alternances dans les entreprises du numérique, mais à l'époque, pour trouver de l'alternance, en fait, on était obligé d'aller dans d'autres secteurs qui, eux, avaient l'habitude de faire appel du numérique. Enfin, avaient l'habitude de faire appel à l'alternance. Alors, sincèrement, donc par rapport à l'expérience que j'ai, je vais te dire c'est du 50-50. Moi effectivement, j'étais chez le client final, mais un super bon pote qui a fait avec moi la formation que tu connais très bien d'ailleurs, lui a été directement dans une agence type web en fait qui crée déjà des sites web et donc c'est pas une ESN et c'est pas une SS2I, mais donc on va dire que je pense qu'on était quand même déjà pas mal répartis, que en 2001 ça commençait déjà à bouger, de dire on va prendre des alternants pour justement avoir des développeurs un peu moins chers mais qu'on va pouvoir former. Tu fais du système Linux, du système Unix? J'en fais un peu. Tu sais que ce que t'as fait là en parlant d'une personne sans la mentionner, t'as lancé un démon en arrière-plan. Ça va occuper des ressources de mon cerveau jusqu'à la fin de l'enregistrement et il faut pas qu'on y passe du temps. Mais non, on va pas y passer du temps. Attends, vas-y, je reprends mon fil. C'est quoi le conseil que tu donnes aux jeunes aujourd'hui qui veulent qui cherchent une entreprise pour leur apprentissage, leur alternance? Il y en a beaucoup sur We Love Devs et c'est pas facile. Alors aujourd'hui, en période Covid ou aujourd'hui en période hors Covid? Alors là, parce que la réponse elle est vraiment totalement différente. Le Covid ne va pas disparaître comme ça. Alors cherchons une solution maintenant. Alors en cherchant une solution maintenant, je pense je vais être franc, je pense que c'est très difficile. Enfin, je ne cacherai pas aux personnes qui cherchent actuellement soit de l'alternance ou même des stages. Je reste en contact beaucoup avec mon IUT et là actuellement à 1 mois et demi du début des stages, 80% des stagiaires n'ont rien du tout parce que c'est énormément difficile d'intégrer. Enfin, c'est énormément difficile. Je vais remettre dans le contexte. Les entreprises, d'une manière générale, trouvent que c'est très difficile d'intégrer quelqu'un pas en présentiel. C'est-à-dire que vraiment de l'avoir directement en télétravail et de cette période où justement il n'y a pas tout le monde au même moment, tout ce qu'on appelle la phase d'onboarding, il faut la repenser entièrement. Pour les entreprises qui l'ont déjà repensé et qui sont, on va dire, qui sont déjà très à l'aise avec le remote, il y aura pas de problème. Ils vont continuer à prendre des stagiaires, ils vont continuer à prendre des alternants, il y aura pas de souci. Pour les entreprises, on va dire, qui ont une inertie beaucoup plus grande, tu t'imagines un paquebot qui essaye de prendre un virage à 90, il met un petit temps quand même avant de tourner, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est une intuition, c'est aussi un peu un constat. Certaines entreprises qui n'ont pas réussi à prendre ce virage tout de suite se mettent un blocus en disant on ne peut pas accueillir des nouvelles personnes
en stage ou en alternance, car faute de présentiel, ça va pas aller. Ils vont pas travailler, on peut pas les observer. Je vais dire observer, c'est bien comme mot. C'est mon téléphone, je suis désolé. Mais coupe la sonnerie. Mais je coupe. Je suis entièrement désolé. Mais ouais, non, mais j'entends la sonnerie, je croyais que c'était les miens en fait. Non, je suis désolé. C'est pas grave. Mais en vrai, tu sais que c'est pour ça que nous on garde les bureaux, parce que au-delà du droit, parce que déjà l'université de Lille n'émet pas des conventions de stage qui permettent le télétravail, parce que on y va pas qu'on prenne des stagiaires fictifs. Non mais donc on est obligé de faire des avenants avant de signer la convention. T'imagines, t'as pas signé ta convention, t'as signé un avenant à la convention. Bah déjà quoi, tu vois la difficulté qu'on met sur les jeunes actuellement. Ouais, mais regarde, mais alors du coup par exemple. Dans l'équipe, il y a des jeunes qui ont la chance d'avoir des parents qui ont une belle maison avec de la place, etc. Tu vois. Et il y a des jeunes, en fait, ils bossent de chez eux, tu vois. Et je peux pas embaucher que des bourgeois. Non, mais non, donc, mais non. Et puis il y a des jeunes qui sont en coloc dans des petits apparts, qui ont pas cette qualité de télétravail possible, et ils doivent pouvoir soit s'aménager ou s'isoler, mais ils doivent aussi pouvoir venir créer du lien. Et encore quand je dis ça, c'est pas une question sanitaire, hein, c'est vraiment une question purement de se dire qu'il y a des choses qu'on peut échanger en télétravail et il y a des choses qu'on ne peut pas échanger en télétravail, notamment les microbes. Non, mais il y a pas que ça. Non, mais enfin tu vois ce que je veux dire. Il y a l'accueil d'une personne, elle est super importante dans une équipe, et le fait de connaître les valeurs et la façon de travailler, on la voit beaucoup plus quand tu es en présentiel que quand tu es en télétravail. Tu vois, quelqu'un par exemple qui a tendance à parler tout quand il code, ou qui a tendance à pester, ou qui a tendance à dire allez on va boire un café à tel moment de la journée. Tout ça, ce sont des rituels que tu as un ou plusieurs cafés même. Je veux que tu rigoles. Mais donc non, je rigole parce que Valentin est venu travailler ce matin. Et, voilà. Ah oui. Et du coup, il est concentré, il est en train de coder, mais moi, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un humain dans le bureau. Du coup, je lui parle depuis l'autre bout du bureau. Ouais. Mais c'est à moi que tu parles. Ouais, c'est ça. En fait, il est venu au bureau pour être au calme, mais ça se passe pas comme il avait prévu. Mais sache que actuellement, ça m'arrive aussi, et j'ai pris l'habitude de parler, et donc quand je suis donc hier par exemple, j'étais en présentiel effectivement, et à un moment Fabien m'a regardé, mais il fait mais c'est à moi que tu parles. Je fais non mais je parle tout haut, mais c'est normal, t'inquiète, je fais ma réflexion tout seul, tout va bien. Et du coup, mes collègues, moi je fais beaucoup de visio dans une journée du coup, et mes collègues, il y a eu un moment où on a été 3-4 au bureau en même temps, je parlais vachement fort parce que d'habitude je suis tout seul dans le bureau, donc où je suis chez moi, donc je peux parler fort quoi. Oui. Non mais c'est ça. Et en plus t'as le casque anti-bruit, donc en fait tu t'entends pas, alors qu'on avait pris l'habitude de faire des visios en chuchotant sur le plateau, mais je m'en rendais pas compte avant le Covid. Mais c'est pour ça que, pour en revenir sur le sujet pour les jeunes, trouver de l'alternance ou trouver du stage, faut pas leur mentir, c'est compliqué, mais faut pas non plus être défaitiste, c'est possible. Ouais. Voilà. Ce sera, si je devais résumer, je résumerais comme ça. Toutes les entreprises ne seront pas prêtes à le faire, mais heureusement, on a de plus en plus d'entreprises en France, et qui permettent justement cet accueil-là, même une seule journée en présentiel, et un accueil en télétravail qui est totalement possible du moment qu'on soit bien organisé, quoi. Ok. Le conseil appliqué, du coup, est-ce que ça peut être ou applicable, ça peut être de pas se focaliser sur les entreprises qui avec lesquelles ça marche pas, et de passer rapidement à l'entreprise avec lesquelles ça peut marcher. Oui, je pense qu'il y a que de toute façon, ça c'est un travail vraiment à faire, c'est de connaître l'entreprise. Heureusement, il y a des je vais faire de l'auto-promo, il y a des job boards qui permettent de mieux connaître une entreprise. Mais alors on en rigole, mais c'était pas le cas il y a quelques années, et c'était compliqué. T'avais toujours des on-dit ou des rumeurs. J'ai l'impression qu'on peut un peu moins tricher maintenant sur les vraies valeurs d'une société qu'à l'époque, et on identifie très vite les différentes entreprises et les différentes sociétés qui ont cette capacité, on va dire cette flexibilité. Quelque part, c'est de l'agilité, hein, on en revient toujours sur ça, hein, c'est de l'agilité, de se dire, il y a un problème devant nous, qui est le Covid, qui est actuellement devant nous depuis un moment. Comment on fait pour continuer à avancer avec cette saleté, quoi. Et du coup, ça veut dire que t'as quand même admis deux choses. La première, c'est toutes les entreprises ne peuvent pas t'accueillir, et c'est à toi de chercher aussi l'entreprise où tu seras heureux.
C'est ça. Ah, mais de toute façon, ça veut dire aussi que les entreprises qui te refusent, ça veut pas dire que t'es mauvais. Je veux dire, c'était pas la bonne entreprise. Ah, mais ça, il faut, alors, qu'ils aient un refus ou qu'ils aient une non-réponse. Alors ça, je m'en excuse platement par rapport à toute personne qui fait du recrutement dans nos métiers, dans tous les métiers, puisque même moi, je suis pas infaillible et ça peut m'arriver. Quand vous n'avez pas de réponse ou quand vous avez un refus, ne croyez pas que c'est de votre faute ou que vos capacités sont remises en doute. C'est globalement, généralement, c'est rarement ça. Et si vous avez un refus qui est automatique, moi, ce que je fais toujours et ce que je conseille toujours, c'est que si la personne, elle vous avait déjà renvoyé un refus, même automatique, ça veut dire qu'elle a pris le temps de vous répondre, même si c'est un refus. Si vous voulez vraiment savoir, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Ça ne tombe pas forcément bien parce que j'ai pas forcément de réponse, mais je demande ou je dis je conseille de demander aux gens de dire mais alors pourquoi un refus. Et vous verrez que souvent c'est pas vos compétences qui sont remises en cause, c'est actuellement on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas accueillir de stagiaires. On peut pas prendre d'alternants parce que la convention de ton école ne permet pas de faire plus de 3 jours de télétravail. Mais alors c'est un exemple. Hein. Je dis peut-être une connerie, mais il y a vraiment plein de cas possibles d'un refus ou d'une non-réponse. Et il faut pas se décourager. Alors je sais que la position elle est assez facile parce que là actuellement moi je suis en CDI, mais tu pourras en attester. J'ai pas mal beaucoup changé de travail et je suis passé par des périodes où c'est très dur des fois de retrouver quelque chose parce qu'on a c'est pas des exigences mais on a une volonté de vouloir travailler avec des sociétés et donc des équipes qui ont les mêmes valeurs. Et peut-être que tout simplement le refus c'est aussi que les valeurs partagées n'étaient pas les mêmes. Et les valeurs ça n'a rien à voir avec les compétences. Ouais, je comprends. Ces valeurs, ça définit que si tu vas être heureux ou non dans l'entreprise, donc ça a du sens. Tout à fait. Je réfléchis en même temps. À quel moment, du coup, tu es dans ton parcours, tu décides de te lancer sur engineering manager, engineering management, le management. Qu'est-ce que c'est le management aussi d'après toi? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai envie de dire que le fait de devenir manager, donc engineering manager, je vais dire juste manager parce que engineering manager à chaque fois, on va vite s'essouffler. EM, je vais dire EM, c'est pas mal. On va dire c'est mon deuxième reboot de carrière. Donc de 2001 à 2007, j'étais très développeur back. 2007, je reboot ma carrière pour devenir développeur front intégrateur, mais toujours avec une petite connotation back. Et c'est là chez Rouge Interactif donc où j'ai évolué au fur et à mesure des échelons et j'ai fini responsable technique et innovation. Ce qui fait qu'à la fin de mon expérience chez Rouge en 2014, je manageais techniquement des équipes. Et à ce moment-là, je me suis dit, manager techniquement, c'est pas mal pour pouvoir aider les développeurs, mais il me manque une corde à mon arc. Il me manque vraiment le management total d'une équipe. Total pas dans le sens d'avoir la main mise sur une équipe et d'avoir les pleins pouvoirs, mais juste d'avoir tous les leviers pour faire en sorte que les développeurs et les développeuses se sentent bien dans cette équipe-là, se sentent bien dans cette entreprise-là. Juste manager techniquement une équipe, il manque certains leviers qu'on a quand on est manager total. Et donc du coup, suite à ce constat-là, je me suis dit qu'il me manquait une chose. Il me manquait une expérience à l'international pour voir un petit peu ce qui se passait à l'extérieur. Il faut savoir qu'en 2001, quand j'ai fini les études, les stages à l'étranger en dernière année, c'était pas hyper répandu. Alors que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde se barre la dernière ou la troisième ou la quatrième année, tout le monde se barre quelque part dans des pays géniaux, ils ont des super expériences. Alors que nous, c'était pas du tout ça. Tu vois, et moi, j'ai fait mon stage dans une entreprise industrielle. Avec le Covid, c'est fini. Hein. Ouais, donc avec le Covid, c'est là, c'est fini. Mais même avec la prise de conscience écologique. Hein, Oui. Ah oui, mais il y a ça aussi. Alors en plus, là, c'est un sujet sensible parce que je suis pas parti tout près. C'est-à-dire qu'environ pendant un peu moins d'un an, je suis parti travailler au Japon. Ouais, mais t'as pas fait 5 allers-retours. Non, j'ai pas fait. Ah bah non, j'y suis allé et j'y suis revenu. Ouais. Non, j'ai pas voyagé là-bas autre qu'en train, étant donné que bien sûr le Japon est le pays du train, est un magnifique pays. Et donc en fait, j'ai vraiment fait ce step-là pour dire avec une expérience à l'international, quand je reviendrai en France, je pourrai prétendre à des métiers de M. Et effectivement, quand je suis revenu en France en fin 2016, ouais c'est ça. Et ben j'ai eu l'occasion de pouvoir postuler à des métiers de manager, donc d'abord CTO, puis après plusieurs fois des métiers de M dans des équipes et dans des sociétés un peu différentes, toujours plutôt côté, on va dire, on va pas se cacher, plutôt côté start-up. C'est intéressant parce que
Je suis toujours embêté quand j'entends des grosses startups qui me disent que on n'a pas le middle management, on n'a pas les compétences en France, on est obligé de recruter à l'étranger. Mais le fait d'envoyer des Français à l'étranger et qu'ils reviennent, c'est aussi une solution à ce problème-là. Et en même temps, moi, tu vois, j'ai fait un bout d'études à l'étranger, et ça ne m'aidera pas à prendre un poste de management parce que c'est pas une expérience professionnelle dans une entreprise étrangère, tu vois. Non, en fait, c'est pas parce que tu as été à l'étranger que tu vas prendre forcément un poste de management. Moi, la problématique, elle est dans le sens, c'était, je voulais devenir manager. Je m'étais dit, je pense que c'est ça que j'ai besoin de faire. Je pense que c'est ça que la société a besoin. C'est un concept très japonais, hein, qui est l'ikigai, que tu dois certainement connaître. Oui. Et donc, je suis sur LinkedIn. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait un peu mon ikigai et je me suis dit, pour ça, il me manque quelque chose. Je suis allé à l'international pour avoir cette expérience en plus, de dire, mais comment ça se passe dans les autres pays? Comment ça se passe? Et j'ai pris énormément de soft skills en fait. Alors, le terme est, on fait beaucoup d'anglicisme, mais En français, on dit qualité, mais c'est moins explicite. J'en suis désolé. Et j'ai vraiment fait un level up sur cette expérience-là énorme. Et donc j'ai pu revenir en France et ça m'a permis vraiment d'avoir de postuler non seulement et puis d'obtenir et puis j'espère bien faire. Alors ça, il faudra inviter les gens que j'ai managés dans un autre podcast pour voir s'ils se sentent encore bien maintenant. Mais voilà, donc c'était vraiment un step pour moi obligatoire pour avoir tout le package complet du management, puis aussi de définir qu'est-ce qu'un bon manager. Après, tu peux faire la blague, hein, un bon et un mauvais manager. Donc, non, mais je vais y arriver autrement. J'ai beaucoup de clients qui cherchent des managers étrangers. Ouais. Tu vois, le manager néerlandais en ce moment, c'est trop tendance. C'est hyper trendy. Hyper trendy, surtout dans le nord de la France, mais ça devient plus dans d'autres régions de la France. Le manager anglais, on veut des managers étrangers. Et en même temps, j'ai l'impression que quand tu voyages, tu sais, tu prends du recul sur les choses. C'est ça. J'ai un copain qui est expatrié depuis très longtemps et qui me dit, mais en fait, moi, je me rends plus la tête avec les gens dans la vie parce que j'ai bien vu que, en fait, des cons, il y en a partout et je peux pas m'entendre avec tout le monde. Et le fait de s'expatrier, ça te fait prendre du recul sur ton rapport à l'autre. Non, mais c'est carrément ça. Spoiler, hein, des cons, il y en a vraiment partout. Non, mais véridique. Ouais, mais quand t'as grandi à Lille et que t'as vécu, oui, c'est pas évident. Non, mais oui, donc, je peux te dire, hein, d'ailleurs, c'est même pas rare de croiser des cons en France et dans d'autres pays. Le même, hein. Et moi, je peux vous dire que j'ai vécu dans plein de villes en France et à Lille, il y en a particulièrement moins. Ah bon, au moins c'est une bonne nouvelle. Bah, à chaque fois que je suis parti de Lille, j'étais triste et je suis revenu. Hein, donc ça marche. Alors c'est pas le sujet. Non. C'est le management le sujet. Est-ce que le sujet c'est l'expérience, le fait de travailler à l'étranger, ça te fait grandir en tant que personne, ou est-ce que le management français est si mauvais qu'on a besoin d'importer des méthodes de management de l'étranger? Pour moi, c'est pas la méthode. Pour moi, c'est le recul. Ok, sur le recul. Pour moi, sincèrement, je pense que c'est le recul par rapport à ton métier, par rapport à ta vision de la vie professionnelle, de ta vie personnelle. C'est vraiment ça qui va faire que c'est pas histoire de se vanter d'être bon ou mauvais manager, mais c'est vraiment ça qui va faire comprendre que ton approche envers les autres, en fait, manager, c'est ton approche envers les autres est différente. Et de ces expériences-là, de ce recul-là, généralement, naît une certaine bienveillance. Et pour moi, c'est le mot. Si on devait avoir qu'un seul skill en tant que manager, tu n'en prends qu'un. Je pense que le seul qui resterait, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends un manager, tu le fais fondre un petit peu au feu doux, tu le fais réduire, un peu comme en cuisine. Ouais. Qu'est-ce qui reste à la fin, en solide, c'est la bienveillance. Tu parles de cuisine, mais c'est parce que tu fais ton CAP. Ah oui, en plus, oui, donc il y a effectivement, donc dans ma vie personnelle, il y a eu des moments très difficiles ces dernières années et la cuisine m'a un peu sauvé. Et puis là, j'ai la chance d'être dans une société qui s'appelle La Banquise et qui me permet de travailler que 4 jours par semaine. Et donc le 5e jour, je le dédie à passer un CAP cuisine, option boulangerie sur mon temps libre et en candidat libre. Tout à fait. Il est perdu. En fait, ce qui est intéressant, je suis perdu et parce que je suis fatigué et mon casque vient de mourir en batterie. C'est le matos aujourd'hui me trahit et c'est difficile de poser les questions et gérer la technique en même temps. C'est fascinant, je trouve. Nico me manque. Nico, si tu entends cet appel, je vais me concentrer.
C'est intéressant que tu parles de la bienveillance parce que déjà dans la première passe t'as dit des trucs beaucoup moins intéressants, c'est fascinant. Nico fait ça de faire des fausses premières prises. Là je l'ai pas fait exprès, mais je trouve que c'est 2 fois plus intéressant ce que tu dis sur la deuxième passe. Donc on a bien fait de recommencer. On a bien fait. Je suis un peu plus serein, on va dire, un peu plus tranquille aussi sur mes idées. Donc. Et tu vois, dans la façon de poser ma question, je t'ai invité à donner un propos malveillant. Et même en te challengeant, ma question, je me suis donné du mal pour que tu puisses être médisant et tu n'y arrives pas. Hein. Si, je peux être méchant. Rao. J'arrive même pas à faire le petit. J'ai plus le retour du coup, donc je sais pas. Mais alors, on écoutera la post-prod. C'est pas grave. Mais vas-y, là, ce que je te dis, tu le coupes, ok? Et ce que tu fais, tu mets un truc de genre bien qui fait peur. Pour ça, les gens ils vont croire, ah ouais, si, il est vraiment méchant. Voilà, on reprend. Tac. Hop, c'est bon. Voilà. Nous revoilà. C'est un plan séquence, il y a pas de coupe. Nous revoilà. Ah mince. C'est pas vrai. Ah, et si, pour la sincérité, c'est mieux, pour l'authenticité. Aïe. Mais du coup, en vrai, alors attends, je reprends le Concentre-toi, Damien. Le métier du manager, c'est la bienveillance. C'est d'établir cette atmosphère de bienveillance dans toutes les prises de parti. Le CTO, les produits, les différents shareholders, stakeholders. Yeah. Comment on dit en français stakeholders? Stakeholders, les teneurs de steak. Non, en français, c'est les prises de parti. Déjà, par exemple, si je dis les prises de parti d'un projet, en fait, c'est quand même, je trouve que c'est moins clair, tu vois. Non, c'est moins clair. Mais quelque part, à un moment donné, je sais pas pourquoi, hein, j'ai essayé d'arrêter tous ces anglicismes. Sauf qu'on se rend compte qu'en français, les idées passent bien moins, et c'est dû notamment à la langue. En fait, on a une langue très riche. Alors, pas que l'anglais n'est pas une langue riche, mais l'anglais est une langue, je trouve, très directe. C'est-à-dire que stakeholders, une fois que tu as compris ce que c'est, ça parle à tout le monde. En plus, ça parle à l'international. Je te prie de croire que quand tu travailles à l'étranger avec plein de nationalités différentes, l'anglais, c'est vraiment cool. Ouais. Déjà, tout le monde parle la même langue, avec plus ou moins les accents différents. Hein. Moi, le mec, il m'a regardé direct, il fait en fait, t'es français. Ah ouais, toi aussi. Ok, super. On se reconnaît très vite. Et mais voilà, donc c'est vrai que comment dire, cette bienveillance, elle monte vers tout ce qui est les métiers en CX level. Donc ça, c'est pour les startups, CTO. Elle descend pour tout ce qui est ton équipe technique, mais aussi elle est transversale pour les équipes qui sont à côté. Parce que c'est exactement, en fait, je retranscris ce que tu viens de dire, c'est que ce métier de manager, de middle manager, parce que le EM c'est du middle management, hein, qu'on soit bien clair. Ce métier de middle manager, c'est vraiment d'absorber la négativité pour n'en garder que les côtés, que le côté positif, mais surtout le côté pas intéressant, pertinent. Voilà, c'est ça. On ne garde que les informations pertinentes. Pas dans un but de masquer, pas dans un but de cacher. Mais si tu vas voir un de tes devs ou une de tes devs en lui disant, il faudrait que tu fasses ça parce qu'un tel m'a dit que, et le client s'est rendu compte que, alors qu'en fait, c'est pas vraiment. Mais pourquoi tout ça? Si tu lui dis juste, tu lui expliques, le problème c'était ça, je pense que c'est ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, et on avance, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que on a un ami en commun qui me dit, en fait, moi, mon rapport direct, c'est quelqu'un qui a pas le temps. D'accord? Donc, il est dirigeant, donc il me transmet ses anxiétés et il me dit directement, le résultat me plaît pas. Ce que tu m'expliquais aussi tout à l'heure sur la première passe, c'est que toi, une partie de ton métier, c'était de prendre le temps de dire les choses correctement à chaque dev, chaque interlocuteur dans le projet. Et j'ai l'impression, c'est ça. Toi, tu prends le temps pour que ta vision du métier, c'est prendre le temps pour que tout le monde se comprenne bien. Ma vision du métier, c'est clairement ça. C'est prendre le temps pour que tout le monde se sente bien et que l'information circule bien. Le plus gros défaut dans toutes les entreprises que j'ai vécues, et quand on demandait, tu sais, des fois on faisait des formulaires sur Excel, des fois on faisait des tout va bien, c'est un tremblement de terre. Jishindes. En vrai, il y a un bouton sur Multiprise juste sous le bureau et j'arrête pas de jouer avec le pied. J'espère qu'on enregistre. Hein. Je referai pas de troisième prise. Et donc en fait, je ne sais plus ce que je disais. Alors vas-y, refais-moi ta question. On en était où? Non, on n'y est plus. On va y arriver. Ça va être hyper frustrant. Non, très bien. Non, c'était par rapport de prendre le temps justement, de que tout le monde soit d'accord. C'est vraiment d'absorber la négativité pour ne pas la retranscrire. En fait, ça dépend des profils. Il y a des gens, ils transmettent le stress. C'est-à-dire que ça va pas, ils sont stressés, ils te le transmettent parce qu'ils savent pas quoi en faire.
Le métier de manager, c'est un peu un métier franchement, c'est un métier. Si on me demande, tu me conseillerais d'être EM, sincèrement, c'est un vrai choix de vie. Hein. C'est de dire, c'est une capacité à absorber des choses négatives et à ne retranscrire que des choses pertinentes et positives. C'est donc un métier qui quelque part est assez dur sur le plan psychologique. Ouais, je comprends. Parce que t'apprends à gérer des anxiétés de tous bords. Donc, déjà, il faut savoir traiter les siennes avant de pouvoir savoir traiter les autres. Ouais. Ok, ça me parle. Si tu veux changer le monde de l'IT aujourd'hui, si toi là maintenant t'as une baguette magique, tu peux changer quelque chose dans le monde de l'IT, tu veux changer quoi? J'ai droit à plusieurs réponses ou pas? Ouais, vas-y, t'as 3 coups de baguette magique, tu vois. Mais tant que tu les donnes genre de manière séquencée. Hein. Ouais, séquencée. Non, mais je pense que je vais en donner deux, c'est sûr. Donc j'en vois déjà deux. Donc premier coup de baguette magique, je pense que ce serait la représentativité au niveau des métiers de l'IT. La représentativité, parce que je te cache pas qu'on est beaucoup à être des hommes blancs, hétéros, cis, barbus. Hein. Je vois que tu te caresses ta barbe délicatement. En plus, j'ai enregistré ce matin avec Anthony, et Anthony me disait que lui, il avait l'impression de faire partie de la diversité parce qu'il avait pas de barbe, tu vois. Ah oui, mais oui, mais clairement. Et tu vois, en plus, on s'est poussé. C'était son coup de baguette magique. Hein. Voilà, donc, genre, pourquoi les hommes les devs qui ont pas de barbe ont moins l'air d'être des devs? Ouais, non, mais alors que moi, la barbe, c'est juste parce que je faisais trop jeune à l'époque. Moi, c'est parce que ma peau, elle fait des réactions quand je pense trop. Hein, donc, voilà. Tu vois, chacun a une histoire avec sa barbe. C'est ça qui est bien, c'est personnel. Donc, en fait, ce serait vraiment, on va revenir au sujet principal, c'est vraiment sur la représentativité. Je te cache pas qu'il y a pas beaucoup de femmes. Quand il y en a, malheureusement, elles sont pas non plus, et je parle en connaissance de cause, par rapport à toutes les personnes, les copines et tout qui peuvent bosser, et tous les retours que j'ai pu avoir, elles sont pas forcément non plus traitées d'égal à égal, notamment rien que sur les salaires. Hein, je l'ai constaté. Hein, ils étaient 3 sur le même poste, sortis quasiment de la même école, le même taux d'expérience, et c'était 2 filles et un garçon. Le garçon gagnait 350 €, quelque chose comme ça, brut de plus par mois. Pourquoi? Il n'y avait pas de raison. Tu vois, il n'y a pas de raison. Donc déjà la représentativité. Alors je parle des femmes, mais je parle aussi des ethnies, hein, tout simplement parce que et effectivement, quand tu vas dans les meet-up, on a l'impression de tous être un peu des cousins, de se ressembler, un peu des clones des fois. Donc déjà, je pense que c'est mon premier coup de baguette, ce serait la représentativité, c'est-à-dire d'avoir plus de diversité au niveau du genre, mais aussi au niveau des ethnies, au niveau des capacités d'une façon générale, d'avoir plus de diversité sur ces métiers-là de tech, parce que je pense que faut pas. Alors, je vais peut-être choquer plein de monde. Faut pas être une bosse en maths pour être développeur ou pour bosser dans la tech. Je crois que tout le monde en parle, hein, depuis que je te pose les questions sur le fil rouge, tout le monde en parle. C'est vrai? Ouais. Parce que alors spoiler, j'étais une brêle en maths. Voilà, j'ai fait un bac SQF9 en maths. C'est juste une hérésie. Mes profs de maths me regardaient, mais pourquoi tu viens faire ça? Non, mais c'est pas que j'aime pas, hein, mais il y a des choses que je préfère. Et moi, je deviens fou quand je rencontre des gens qui m'expliquent que un développeur qui a fait maths sup maths spé, il peut pas être data scientist. Non, mais enfin. Bah attends, c'était il y a longtemps, mais en fait le niveau de mathématiques pour faire de la data science aujourd'hui, c'est quasiment c'est pas. Mais non, mais c'est ça. C'est en plus on a des capacités d'abstraction avec notamment. Alors on parle de la data science vite fait sur les frameworks qui permettent même à quelqu'un qui est un peu une brêle comme moi en maths. Ça va, je m'en sors quand même pas trop mal. Hein. Je sais faire des additions à 2 chiffres mentalement à peu près. Tu vois, tu prends un framework type Python, tu prends du TensorFlow, tu lis 2-3 docs, et ben t'arrives à faire un algo, c'est vite parler, de la reconnaissance d'image assez facilement. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement mettre des LTSM ou des réseaux de neurones avec TensorFlow, en fait c'est simple à mettre en pratique. Ben oui. Par contre, quand je l'ai vu en cours, j'ai pas compris. Hein. Non, mais c'est pareil. Non, mais il y avait des trucs énormes. On parlait en terminale, on parlait de matrice et de changement matriciel, tu sais. Ouais. Sauf qu'en fait, maintenant pour les animations, je m'en sers tous les jours. Oui. Mais c'est des trucs que je bitais pas. Alors que visuellement, c'est super compréhensible de transformer une coordonnée pour agrandir une image ou pour la faire translater. Ah oui. Voilà. Ok. Et donc le premier coup de baguette magique, ce serait le deuxième, ce serait sur, je pense, le lissage de la rémunération. Ouais. Donc on pourrait inclure ça un peu avec la diversité. Donc oui, effectivement, rééquilibrer le salaire entre les hommes et les femmes, mais aussi que tout le monde
y compris et surtout les alternants et les juniors ou les jujus, comme tu l'as dit très souvent en ce moment. J'aime bien. J'ai appris le terme médior avec toi il y a pas très longtemps. Oui. Et un salaire décent pour pas se préoccuper de dire est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, est-ce que je veux dire la vie c'est pas ça. Alors en plus je sais que les gens qui sont pas dans l'IT vont peut-être pester en disant ouais mais vos salaires sont déjà vachement élevés. Oui, mais le but c'est pas de tirer les salaires hauts vers le bas, le but c'est de tirer tout le monde vers le haut. Voilà, ça c'est ma position, c'est de dire si on avait tous un salaire convenable, on se prendrait moins la tête, on se mettrait moins sur la gueule. C'est sûr que là, l'enquête, elle est en cours et on demande aux gens s'ils seraient OK de baisser leur rémunération pour améliorer leur rapport à leur job, en fait. Mm-hmm. Et en vrai, je suis convaincu que les gens qui gagnent plus de 50K, ils sont OK pour gagner moins et être plus heureux. Hein. Yeah. Alors moi, j'en connais et sincèrement, il y a des gens qui ont fait ce step-là et qui sont hyper épanouis dans leur boulot. Ouais. Il y a ton petit Daemon qui tourne, tiens, du coup. Donne-moi ton troisième. Mon troisième, alors, et troisième coup de baguette. Mon troisième coup de baguette, c'est cette prise de conscience qu'on a parlé pendant la première prise, mais qu'on n'a pas forcément parlé pendant cette deuxième prise. C'est cette prise de conscience. Alors en plus, moi, ça me touche beaucoup sur l'écologie et l'accessibilité, entre autres, de par ce qu'on fait actuellement chez la banquise. En vrai, c'est intéressant qu'on ait fait deux prises parce que je vais réécouter le podcast. Je sais plus ce qu'on a dit sur la première ou la deuxième. Donc quand je vais réécouter vraiment du coup le podcast pour savoir regarder. Oh, c'est tant mieux. Tu pourras prendre les meilleurs morceaux. Non, on a dit pas de montage. Attention, je le répète, il y a vraiment. En vrai, le montage, on n'a pas le temps. C'est pas possible. Hein, il est débordé ce monsieur. Et puis toute l'équipe d'ailleurs. Que je salue au passage. Tiens, un petit instant. Allez. Et puis oui, tu me montres la montre et je vois que le troisième. Donc c'est cette prise de conscience. Cette prise de conscience sur l'écologie, sur l'accessibilité, mais cette prise de conscience même plus d'une manière générale sur ce qu'on va vous demander de faire en tant que dev. C'est-à-dire que pourquoi vous ne seriez pas en capacité, si on vient vous voir pour créer une application de flicage des personnes, je vais prendre n'importe quoi, des personnes. Alors je vais pas prendre les roues parce qu'ils sont suffisamment stigmatisés. Alors je vais prendre des personnes comme moi qui sont bruns foncés. Donc voilà, qu'on va vous dire, on va fliquer tous les gens qui ont les cheveux bruns foncés et dont leur prénom commence par la lettre H. Et cette application-là va faire en sorte qu'une fois qu'ils sont bien fliqués, on va leur faire payer plus d'impôts. Je dis une connerie, hein, c'est n'importe quoi. Je vous rassure, ça n'existe pas, ne montez pas de complot. Mais une personne qui développe doit avoir cette éthique de refuser et doit avoir le droit de dire non mais attendez, moi je suis pas devenu dev pour ça, je suis venu dev pour faciliter la vie des gens. Ouais. Et donc que ce soit pour le côté écologique, sur le côté accessible et sur le côté éthique, on devrait pouvoir dire non mais je ne peux pas faire ça. Vous vous rendez compte que ça ce que je vais faire ça va polluer, ce que je vais faire ça ne sera pas accessible et ça va limiter seulement aux plus riches l'accès, ou éthiquement je me sens pas capable de faire ça parce que ça va contre mes valeurs. Je pense que c'est ça. On a tous une éthique différente. Il y a des gens qui veulent pas travailler dans l'armement et d'autres qui seraient contents de travailler dans l'armement, et il y a des gens qui travaillent dans l'armement qui ont l'impression de faire du bien. Mais je vais pas faire. Non, on va pas faire l'apologie d'armes. On va fermer tout de suite. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que l'armement peut aussi servir de protection, par exemple. Mais on va pas faire l'apologie. Mais effectivement, ça peut être aussi comme des personnes. Hervé, je vais te poser la dernière question. Ouais, vas-y. C'est la dernière question. C'est the last one. C'est la dernière question. Avec Nicolas et Marcy, on est en train d'écrire un livre en ce moment. D'accord. C'est le Wheel of Dev, The Handbook. C'est le guide ultime pour être heureux dans l'IT. Ouais. Si on doit citer Hervé Frakoviak dedans, genre un ingrédient secret pour être heureux dans l'IT, qu'est-ce que tu veux mettre comme ingrédient dans le livre? Et j'ai le droit d'en mettre qu'un seul. Hein. Ouais. Parce que t'en as déjà dit 70 ingrédients. Ouais, non, parce que j'avais une petite recette, tu vois, j'avais préparé un petit truc, une petite recette avec différents ingrédients. Mais si je dois en retenir qu'un seul, par rapport à mon métier, donc par rapport à, on va dire plutôt à mon parcours, et je l'ai déjà dit, mais on va dire, mais le mec il est redondant, la bienveillance. Ouais. On récolte ce qu'on sème, mais si on sème des bonnes graines, on récolte des magnifiques fruits. Voilà. Et c'était donc le riz blanc de Hervé, la bienveillance. Il faut que je trouve de la diversité dans les invités, parce que t'es le 4e à garder que ça. Je suis 4e à garder que ça. Oui, en 2 jours là, j'ai 4 bienveillances. Et non, mais le pire c'est que Laura, hier avec qui j'ai enregistré, à la base on était parti sur d'autres sujets. Ouais. Elle a changé d'avis pendant l'enregistrement. Est-ce qu'au final, c'est pas le problème, c'est pas que parce que je connais pas les autres avec qui t'as enregistré, ouais. Mais est-ce que au final c'est pas des horizons différents, mais est-ce que c'est pas ce qui est le plus nécessaire actuellement? Est-ce que c'est pas ce que recherchent actuellement vraiment les devs et les métiers de l'IT?
peut-être que si la réponse, elle est sans se concerter, elle est la même, ben c'est peut-être que quelque part c'est ce qui est recherché principalement, quoi. C'est ouais. Soit ça, soit c'est moi le facteur commun. Hein, je sais pas. Hein. Mais faudrait peut-être essayer. Genre, je vais donner mon fil rouge à quelqu'un d'autre qui pose des questions et on voit. Ou c'est peut-être les invités que j'invite. Parce que finalement, les invités que j'invite, ils ont trouvé leur ingrédient secret. Et si on demande aux gens, est-ce que tu penses que si on demande à tous les gens qui ont trouvé la recette, quel est leur ingrédient secret, ils répondent tous la bienveillance? Mais la bienveillance, elle peut prendre. C'est une réponse un peu. C'est pas un oui ou c'est pas un non, mais la bienveillance, elle peut englober plein de choses. Si tu veux, moi dans mon parcours, ce que je recherche, c'est surtout un peu beaucoup de challenge technique, d'apprendre. J'aurais pu dire apprendre, mais je me rends compte que les meilleures expériences que j'ai eues dans les sociétés, et j'en ai fait beaucoup, et il y a eu des périodes plus ou moins bien dans toutes, hein, mais dans les sociétés où ça s'est super bien passé et où il y a eu les meilleures périodes, le truc en commun, la chose en commun, c'était la bienveillance. C'était la bienveillance du manager, c'était la bienveillance de l'équipe. Allez, je fais un instant promo, mais on parle de la banquise, c'est cool. Non, alors la banquise, oui, et c'est très bien, et j'ai pas de, mais comme tu le sais, ça vient de commencer. Mais je vais citer Simplified et je vais citer Georges Planck. Et sincèrement, l'équipe qu'il y avait, donc l'équipe de dev, je vais pas tous les citer, je vais pas toutes les citer parce qu'il y avait aussi une fille à l'époque. Cette bienveillance là que j'avais du CTO, que j'avais des autres équipes, et que j'avais de la propre équipe de dev que je manageais, ça a été une superbe expérience. Moi, reste une de mes plus belles expériences. En vrai, Georges a été un de mes premiers clients quand j'étais freelance. D'accord, il m'a pris 3 jours de prestat à tout casser et ça m'a aidé. Quand on est rentré chez Réseau Entreprendre, c'était le seul tech que Réseau Entreprendre savait appeler et il a écrit un avis positif sur nous. Et je crois que c'est le dernier client à avoir un abonnement à 59 € par mois qu'on ne commercialise plus depuis 4 ans. Georges, il faut que quelqu'un l'utilise, hein, si tu nous écoutes. Mais voilà, du coup, en vrai, oui, on dédicace la fin de ce podcast à Georges. Ben oui, mais je pense que sincèrement, j'ai eu d'autres managers qui étaient très bien aussi, mais celui qui m'a le plus marqué, et vraiment ces dernières années, dans ma position de M, comme ça s'amplifie. Comme ça, je fais pas de Julien quelqu'un de triste s'il écoute un jour ce podcast. C'est vraiment Georges Planck. Bon, il m'a marqué aussi et c'est cool. Mais en vrai, les gens qui le connaissent pas, allez le chercher sur LinkedIn. C'est sûr qu'il recrute. Contactez-le, c'est cool. Georges, comme dirait Fatal Bazooka, 7 sur 7 de Dieu. Ce sera le mot de la fin.